Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On a tout un peu ce réflexe avant de sortir. La petite touche de parfum, c'est la note finale. C'est un geste social, un accessoire de beauté. Oui, voilà. Mais si c'était beaucoup plus que ça, si dans certaines traditions, le parfum était un véritable outil, une sorte de discipline pour l'esprit. C'est précisément l'angle qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans le rôle, la signification du parfum au sein de l'islam chiite, où il est vu comme une véritable technologie spirituelle. Une technologie spirituelle, j'aime bien le terme. Et pour ça, on a des sources assez incroyables. Oui, très diverses. D'un côté, on a des textes qui ont plus de 1000 ans, des exégèses du Coran, des recueils de traditions comme le fameux Al-Kafi. Et de l'autre, des recherches scientifiques de pointe en neurosciences, en toxicologie, avec des études cliniques publiées il y a quelques mois à peine. Exactement. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de mettre ces deux mondes face à face, voir où une sagesse ancestrale et la science la plus moderne se rejoignent et où elles divergent. On va découvrir des convergences assez stupéfiantes, honnêtement. J'ai hâte de voir ça. C'est parti donc pour une exploration au cœur de nos sens. Alors, pour commencer, il faut poser les bases de la vision traditionnelle. Le point de départ est une idée très, très forte. Oui, Le parfum, ce n'est pas un artifice qu'on ajoute sur soi. C'est lié à ce que la tradition nomme la fitra. la fitra, c'est la nature originelle, c'est ça? Oui, L'état pur avec lequel on vient au monde. c'est exactement ça. Et dans cette optique, se parfumer, ce n'est pas se masquer. Au contraire, c'est un moyen de se reconnecter à cette pureté, de l'honorer. D'accord. Ça s'inscrit dans un concept plus large, celui de taïb. Ça désigne tout ce qui est intrinsèquement pur, bon, en harmonie avec la création. Et les grands commentateurs du Coran comme Tabatabaï, Amoli vont encore plus loin, j'ai l'impression. Ah oui, beaucoup plus loin. Pour eux, notre réaction aux odeurs, c'est un baromètre de notre état intérieur. Un baromètre spirituel en quelque sorte. Exactement. Précisément, être attiré par les bonnes odeurs, c'est un signe que l'âme est saine, alignée. À l'inverse, une indifférence, ou pire, une attirance pour le fétide, ce serait le symptôme d'une corruption intérieure. L'odorat devient un diagnostic. C'est fascinant. Et ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est une pratique très concrète, ancrée dans ce qu'on appelle la sunna, l'héritage des prophètes. Tout à fait. J'ai noté une parole de l'imam Jafar al-Sadiq qui dit très simplement: l'usage du parfum est parmi les traditions des messagers. C'est direct. Oui, et il y a ce rapport assez frappant sur le prophète Mohammed, qui aurait dépensé plus pour ses parfums que pour sa nourriture. Ce qui, aujourd'hui, pourrait passer pour du luxe, quoi, évidemment. Mais dans le contexte, le message est tout autre. C'est une affirmation. Les besoins de l'esprit priment sur ceux du corps. Et cette pratique est tellement valorisée qu'elle est presque ritualisée. On recommande de le faire à quelle fréquence? L'imam Moussa al-Kazim, par exemple, recommande de se parfumer tous les jours. Si ce n'est pas possible, un jour sur deux. Mais il insiste, ne jamais, jamais y manquer le vendredi. C'est une discipline, une forme d'hygiène spirituelle. Et ce qui me frappe, c'est que ça va bien au-delà du plaisir. On lui attribue des effets presque médicinaux. J'ai lu un truc de l'imam al-Sadiq qui m'a vraiment interpellé sur le lien entre parfum et intellect. Oui, c'est un des aspects les plus singuliers. L'affirmation est très précise. Quiconque se parfume au début de la journée, son intellect ne cessera d'être avec lui jusqu'à la nuit. Ce qui me promesse de lucidité, en fait. Si on se parfume le matin, on garde l'esprit clair jusqu'au soir. C'est ça. Une présence mentale maintenue par une fragrance. D'accord, pour l'intellect, la concentration, je vois. Mais j'ai aussi lu que le parfum fortifie le cœur. Là, ça sonne très métaphorique. J'ai un peu de mal à voir ce que ça veut dire concrètement. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Le mot arabe, c'est kalb. Et ce mot est beaucoup plus riche que notre cœur. Ah oui, hein. Il désigne l'organe physique, bien sûr, mais surtout le siège de la perception spirituelle, de l'intuition, de la conscience profonde. Donc, fortifier le calbe, c'est renforcer sa résilience émotionnelle, sa clarté intuitive? Voilà. L'imam Ali, le premier imam des chiites, qualifiait même le parfum de nushra. Ce mot, ça désigne un remède, une sorte d'amulette qui dissipe l'anxiété, la tristesse. C'est une protection pour le moral, un baume pour l'âme. C'est l'idée. C'est donc une pratique à la fois spirituelle et thérapeutique, mais j'imagine que comme toute pratique puissante, elle est encadrée. Y a-t-il des règles? Absolument. La jurisprudence, le fiqh, est très précise là-dessus. Il y a par exemple une distinction de genre dans l'usage public. C'est-à-dire?
La tradition enseigne que le parfum d'un homme doit avoir une odeur apparente, mais une couleur discrète, alors que celui d'une femme doit avoir une couleur visible, comme le henné par exemple, mais une odeur subtile. Quelle est la logique derrière ça? Ça peut paraître un peu contraignant vu d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais il faut le replacer dans la logique de la tradition. La finalité n'est pas l'effacement, mais la canalisation de l'attention. L'idée, c'est de préserver l'espace public d'une surstimulation. C'est une vision de l'écologie sociale, si vous voulez. Une écologie sociale. Et cet encadrement va jusqu'aux rituels les plus sacrés, n'est-ce pas, Sam? Oui, et l'exemple le plus puissant, c'est l'interdiction totale du parfum pendant l'état de sacralisation, l'Iram lors du pèlerinage à la Mecque. Ah oui, là, c'est le dépouillement total. Exactement. Le pèlerin se dépouille de tout ce qui marque son identité sociale, sa richesse, ses plaisirs sensoriels. Pas de parfum. C'est un retour à l'état brut, une égalité absolue. Le fait d'y renoncer devient un symbole très fort. On a donc ce tableau très riche, le parfum comme discipline, comme soin. C'est une promesse immense. Maintenant, on passe de l'autre côté du miroir, le laboratoire. Est-ce que nos instruments modernes vont confirmer tout ça? C'est là que ça devient fascinant. Commençons par la base, la neurologie. L'odorat, ce n'est pas un sens comme les autres. Comment ça? C'est le seul de nos 5 sens dont les signaux ne sont pas d'abord filtrés par le thalamus. Le thalamus? C'est une sorte de grand standard téléphonique du cerveau, c'est ça? Il trie les infos? C'est une excellente image. Le thalamus reçoit, il trie, il redirige la vue, l'ouïe, le toucher. Mais les odeurs, elles ont un laissez-passer VIP. Une autoroute directe. C'est ça. Une autoroute directe vers notre cerveau le plus ancien, le système limbique. Et là, on est au QG de nos émotions et de notre mémoire. L'amygdale, qui gère la peur, le plaisir. L'hippocampe, qui grave les souvenirs. C'est fou. Tout le monde a déjà vécu ça. L'odeur de la craie qui vous ramène à l'école. Waouh. Une crème solaire qui vous téléporte en vacances 20 ans en arrière. C'est donc cette autoroute neuronale qui explique ça? Exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet Proust. Et c'est ce qui nous permet de commencer à construire un pont entre la tradition et la science. Alors allons-y. Revenons à cette promesse de l'imam al-Sadiq. Le parfum préserve l'intellect. Est-ce qu'on peut mesurer une chose pareille? On peut. Des études par électroencéphalographie, l'EEG, qui mesure l'activité électrique du cerveau, ont montré que certaines senteurs ont un effet direct. Ah oui. Des odeurs comme le jasmin ou l'amande poivrée, par exemple, augmentent l'intensité des ondes bêta. Et ces ondes bêta sont directement associées à l'état de vigilance, de concentration. Donc, quand la tradition dit préserve l'intellect, la science répond augmente les ondes bêta. La convergence est déjà troublante. Attendez, ce n'est que le début. Il y a une étude de l'Université de Californie publiée en 2023 qui est absolument spectaculaire. Racontez-nous. Des chercheurs ont pris un groupe de seniors. Ils les ont exposés à une rotation de fragrances naturelles chaque nuit, pendant leur sommeil sur 6 mois. Pendant leur sommeil. Oh, Oui. Et ensuite, ils ont testé leur capacité cognitive. Le résultat, c'est une augmentation de 226% des performances sur un test de mémoire. pardon. 226%, ce n'est pas 20%, c'est une transformation complète, c'est plus du double. C'est une transformation, oui, par rapport au groupe de contrôle. C'est l'une des validations empiriques les plus saisissantes de ce lien millénaire entre olfaction et cognition. D'accord, je suis bluffée pour l'intellect. Mais revenons à mon interrogation sur le cœur. Comment la science peut-elle mesurer la fortification du cœur? Alors là, on mesure ça avec un indicateur qui est passionnant, la variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV. HRV. Imaginez que votre système nerveux est un pilote de course. Une HRV élevée, c'est un pilote agile, souple, qui sait quand accélérer, quand freiner. Il est calme, réactif. D'accord. Et une HRV basse? C'est un pilote stressé, rigide. Une HRV élevée, c'est donc le signe d'un système nerveux en bonne santé, résilient, un excellent prédicteur de la santé cardiovasculaire. J'adore l'analogie. Alors, quel est l'effet des parfums sur notre pilote intérieur? Plusieurs études ont montré que l'inhalation de certaines essences florales, en particulier la rose et le néroli, augmente de manière significative la HRV. En d'autres termes, ça calme le jeu. Ça calme le jeu. Ça diminue la réponse de combat ou fuite. Ça rend le système plus adaptable. C'est une base biologique très directe pour cette idée de fortifier le cœur et de dissiper l'anxiété. C'est incroyable. La science semble valider point par point. Mais, il doit bien y avoir un mais. Un piège, quelque part. Il y en a un et il est de taille. C'est la toxicologie moderne qui nous l'apprend. La tradition parle de taïb, le pur et le bon. Oui. Mais la grande majorité des parfums vendus aujourd'hui n'ont plus grand-chose de naturel. Ce sont des cocktails de composés pétrochimiques synthétiques. Créés en laboratoire pour imiter les odeurs. Et quels sont les risques de ces imitations finalement? C'est le revers sombre de la médaille. Ces parfums contiennent très souvent des phtalates,
des parabènes. Ce sont des perturbateurs endocriniens connus. Une neurotoxicité qui peut causer ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Donc, si on revient au concept de Taïb, la science nous donne en fait les outils pour le définir au XXIe siècle. Ce serait l'essence naturelle et non son imitation chimique potentiellement nocive. La distinction est fondamentale, absolument. Si on applique les deux grilles de lecture, la traditionnelle et la scientifique, seules les huiles essentielles pures, les extraits naturels, peuvent être considérés comme bénéfiques. Au mieux et neutres, et au pire et délétères. Quand on met tout ça bout à bout, c'est assez vertigineux. On a des textes d'il y a plus de 1000 ans qui disent « le parfum renforce l'esprit et le cœur Et aujourd'hui, on a des chercheurs qui publient des études disant les essences naturelles augmentent les ondes bêta et améliorent la HRV. ». C'est la même conclusion avec deux langages séparés par des siècles. C'est l'alignement le plus remarquable, oui. La tradition parle de préserver l'intellect. La science mesure une hausse des ondes bêta. La tradition parle de calmer l'anxiété. La science mesure une amélioration de la HRV. C'est comme si deux cartes différentes décrivaient le même territoire. Mais il y a aussi une divergence. Enfin, pas une contradiction, plutôt une différence de perspective, non? Sur le sens de tout ça. Oui, la science se concentre brillamment sur le comment. Comment une molécule active un neurone. Comment ça déclenche une cascade biochimique. Elle décrit le mécanisme. Alors que la tradition, elle, se concentre sur le pourquoi. Pourquoi se parfumer? Pour honorer sa nature, pour se préparer à la prière. L'intention, la niya, est primordiale. Absolument. Se parfumer pour se connecter à Dieu ou pour séduire, ce n'est pas le même acte, même si la molécule est identique. Et cette intention, elle est complètement hors du champ de la science matérialiste. Donc ce ne sont pas deux visions qui s'opposent, mais deux niveaux d'analyse qui se complètent. La science décrit la machine, Et la tradition explique comment et pourquoi la piloter. et c'est là qu'un dialogue devient vraiment intéressant. La science offre à la tradition un outil pour faire le tri à l'ère de la chimie, pour distinguer le vrai taïb du faux. Et inversement, la tradition rappelle à la science que l'expérience humaine n'est pas qu'une suite de réactions chimiques. L'idée que l'intention peut amplifier une réponse thérapeutique, ce qu'on commence à peine à explorer sous le nom d'effet placebo, est centrale dans la vision traditionnelle. Alors si on devait synthétiser les points clés de notre analyse, que faudrait-il retenir? D'abord, je dirais que dans la tradition chiite, le parfum est loin d'être un luxe. C'est une pratique prophétique essentielle. Un outil pour renforcer l'intellect et le cœur et apaiser l'anxiété. Ensuite, on a vu que la science explique le mécanisme de ce pouvoir. L'odorat a une connexion neurologique directe et unique avec les centres de l'émotion et de la mémoire, ce qui explique son impact quasi instantané et très profond. Troisièmement, la science moderne valide de manière spectaculaire les bienfaits des essences naturelles, mais nous alerte très sérieusement sur les dangers des parfums synthétiques. Qui sont souvent chargés de perturbateurs endocriniens, oui. Et quatrièmement, cet usage est un acte signifiant, encadré par des principes de pudeur et de sacralité. Comme son interdiction pendant le pèlerinage. Et enfin, cette idée que la prière d'une personne parfumée a plus de valeur. On peut l'interpréter de manière très concrète. La fragrance, ce n'est pas un bonus magique. Non, c'est un moyen de se mettre dans un état optimal de concentration, de calme, de présence. Le parfum devient une préparation, un moyen de bien accorder l'instrument, notre corps-esprit, avant de jouer la musique de la prière. On termine, comme toujours, avec une question pour la réflexion. Dans une société de plus en plus désodorisée, saturée d'odeurs artificielles, déconnectée de ses sens, que se passerait-il si on restaurait une véritable culture de l'olfaction naturelle? Comment l'intégration de vraies senteurs dans nos espaces de vie, de travail, de prière, pourrait-elle contribuer à une meilleure santé mentale et peut-être à une plus grande profondeur spirituelle? C'est une piste à explorer.